Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur 42 nuances de SF, le podcast français qui parle de science-fiction. Je suis Clara et je fais cet épisode qui n'était pas du tout prévu. En fait, j'ai une question. Pourquoi personne ne parle du Temple des Morts ? Ce film est super. Je trouve que dans l'univers post-apo, il est ultra rafraîchissant. Il parle de plein de thématiques et personne n'en parle. Je suis triste. Je comprends pas parce qu'en plus, il a globalement de très bons avis et pourtant, il marche pas trop. Donc bref, je suis là pour en parler et pour vous encourager à le voir. Dans cet épisode, on va donc parler de la franchise 28 ans plus tard et notamment des 2 derniers volets. Je vais d'abord revenir sur mon rapport à cette franchise et surtout mon rapport au 4e volet qui vient de sortir là en 2026 pour ensuite finir sur ma lecture du film, enfin une des lectures possibles que pour l'instant j'ai vu nulle part et ça m'étonne parce que ce dont je vais vous parler m'a vraiment frappé quoi. Comme je l'avais dit pour mon opinion sur Alien Earth, je ne suis pas critique professionnelle, d'accord ? Ce n'est pas mon métier. Je sais même pas si c'est une critique, ce que je vais faire, juste je vous partage mon ressenti et vous en faites ce que vous voulez, quoi. Aussi, je précise que je vais commencer à spoiler à partir d'un certain moment, donc je vous invite à regarder le timecode en description si vous ne voulez pas être spoilé. Le premier film de la franchise 28 jours plus tard est sorti en 2002, j'étais toute bébé. Il a été réalisé par Danny Boyle et écrit par Alex Garland. Dans le film qui se passe à Londres, on suit un jeune livreur qui vient de sortir du coma dans un hôpital abandonné et il se retrouve dans cette ville totalement désertée qui a basculé dans le chaos suite à la propagation d'un virus mortel. Ce premier film, c'est l'une des œuvres apocalyptiques et de zombies les plus iconiques de tous les temps. Alors, je viens de dire zombie, oui, mais ici, on va plus parler d'infectés. Alors, je fais une petite parenthèse, je suis tatillonne, mais au cas où vous saviez pas, il y a un débat qui existe autour des termes zombie et infecté. Il y en a qui appellent à faire la distinction entre un zombie qui meurt puis qui revit, qui est mort-vivant, et les infectés qui se transforment en une espèce de zombie sans forcément mourir. Ce qui est le cas dans la franchise 28 jours plus tard. Donc voilà, je tenais juste à préciser. C'est vrai que c'est un film que j'ai découvert très tardivement. Mais en le voyant, pour la première fois, j'ai très vite compris pourquoi il trônait parmi les films les plus mémorables, pourquoi il avait tant surpris à l'époque, en fait. Rien que pour son audace visuelle qui, à l'époque, bousculait pas mal les codes cinématographiques. Ses décors absolument dépeuplés au sein de Londres, sa musique, bref. Quand j'ai vu 28 jours plus tard, j'ai essayé de me plonger dans le contexte de l'époque de sa sortie, mais malheureusement, ça n'enlevait rien au fait que j'avais déjà vu et lu plein d'œuvres apocalyptiques, plein de films de zombies et d'infectés, et j'avoue qu'il m'a pas vraiment marqué par son scénario, qui à mes yeux restait un thriller de survie vu et revu, mais vraiment plus par sa direction artistique et son acting. Malgré tout, j'ai bien compris que toutes les œuvres apocalyptiques de zombies dont j'avais fait de l'expérience jusque-là n'en étaient que son héritage direct, et qu'elles venaient en partie de là en fait. Et pour ça, je regrette vraiment de ne pas l'avoir vu plus tôt. 28 semaines plus tard, le deuxième film ne m'a pas laissé un souvenir très marquant. Je me souviens surtout de la première partie et des tentatives de mystère qu'on a essaimées par-ci par-là pour nourrir le lore, mais vraiment sans plus. Si je me souviens que visuellement, je l'ai trouvé bien plus indigeste que le premier, au secours. Le troisième volet, 28 ans plus tard, est quant à lui sorti bien après en 2025, toujours réalisé et écrit par Danny Boyle et Alex Garland. En vrai, j'avais vraiment peur que ce soit un énième recyclage de franchise pour se faire uniquement du fric sur la nostalgie des fans, sans rien avoir à dire de plus comme on en a eu moult ces dernières années. Et finalement, à la sortie, non, en vrai, j'étais un peu mitigée et pas très convaincue. En fait, c'était vraiment du 50-50. D'un côté, je suis passée par toutes les émotions. J'ai vraiment été bluffée par des plans comme rarement au cinéma. J'ai vécu des moments de crispation comme ça faisait longtemps que je n'en avais pas eu devant un film. J'ai eu les larmes aux yeux. Les personnages sont vraiment attachants. Visuellement, c'était fidèle à ce dont on avait l'habitude et ça rendait bien. Il y avait de nouveaux éléments d'intrigue et de lore. J'ai aussi trouvé le rite initiatique du jeune personnage principal plutôt réussi. Donc bref, assez chouette d'un côté.
Mais de l'autre, je me suis parfois ennuyée et certaines scènes m'ont sorti du film. Le film, je trouve, a un ventre mou, on sait pas trop où on va aussi, alors qu'il y a plein d'arcs narratifs, plein de propositions, mais justement, il y en a trop. Bref, j'avais vraiment l'impression que le film avait plein de choses à dire, qu'il s'apprêtait à les dire, mais qu'il ne les exploitait jamais vraiment, qu'il les posait là sans trop rien en faire. Techniquement, c'est une situation encourageante, quand on sait qu'il y aura une suite, mais ça m'avait pas vraiment convaincue. En fait, j'étais pas sûre d'aller voir la suite. Le 4e volet, donc le Temple des Morts, sorti là en 2026. Je voulais juste dire, qu'est-ce que ça fait du bien quand on a une suite rapidement. On nous a trop habitués à attendre des années. C'est pas normal, d'accord ? Enfin, bref, je m'arrête là. En soi, je comptais pas aller le voir tout de suite au cinéma, mais soudain, des critiques très très bonnes ont atteint mes oreilles. J'ai appris qu'il divisait, apparemment, mais pardon, je sais pas ce qu'il divise, parce que j'ai majoritairement vu, lu et entendu des avis positif sur ce film. Bref, finalement, un pote est arrivé à me motiver. Adrien, dédicace à toi. Et alors, merci Adrien, car quelle ne fut pas ma surprise au moment où je fais cet épisode. Je l'ai encore vu tout récemment, il y a quelques jours, donc j'arrive pas à mettre tous les mots sur ce que je ressens. C'est très à chaud, tout ce que je m'apprête à dire, mais ce film m'a fait du bien. J'éprouve une affection, un attachement très étrange à ce film, une sorte de fascination de... Je sais pas trop où elle sort encore, mais j'espère que faire cet épisode m'aidera justement à le savoir. Déjà, j'ai appris après que ce n'était plus Danny Boyle à la réalisation, mais Nia DaCosta, et peut-être que ça a joué. Peut-être que ce qui m'a parlé, ce qui m'a touché, ce sont ces nouvelles thématiques qu'elle a voulu transposer à l'écran et la manière dont elle a voulu les transmettre. Dans tous les cas, après mon visionnage, j'y pense souvent et j'ai besoin d'en parler. Inutile de vous dire que je l'ai carrément préféré au précédent et que je ne me suis pas ennuyée une seule fois. Avant d'aller plus loin, j'aimerais juste revenir sur quelques critiques que j'ai entendues. Je sais qu'on a reproché au film, par exemple, son retour à une caméra et un visuel plus consensuel, avec une image beaucoup plus lissée, qui prend moins de risques, qui veut plaire à un maximum de personnes. J'avoue que c'est un truc dont on n'a pas l'habitude dans la franchise, mais comme tout se joue, selon moi, sur la psychologie, les émotions, le visage et le regard des êtres humains dans ce film, ce choix, il m'a paru assez judicieux. Alors, je sais pas si c'est un choix ou juste une obligation de la part des studios, mais en tout cas, je pense que ça n'a pas desservi le film, au contraire. Ça ajoute quelque chose de très fin à l'univers qu'on n'avait pas vu jusque-là et qui a toute sa place ici. Aussi, beaucoup de gens ont été déçus de pas revoir Spike comme personnage principal, alors que le film d'avant tendait à le présenter comme ça. Pour le coup, ça, je trouve que c'est pas ultra consensuel et que ça peut déstabiliser le spectateur et la spectatrice. Encore une fois, ça m'a pas dérangé parce que j'avais envie de découvrir les autres personnages qu'on nous avait introduits dans le film précédent. Et aussi, je suis plutôt d'accord par contre avec le fait que les scènes gore sont un peu gore pour rien. Encore une fois, ça m'a pas ultra gâché le film, mais je peux comprendre la critique. Il peut y avoir des scènes sensationnalistes un peu gratuitement. D'ailleurs, la scène d'ouverture a été un cauchemar pour moi parce que je déteste tout ce qui est veine, artère, seringue. Genre, c'est impossible pour moi de regarder un plan où il y a une transfusion, ou une piqûre, une prise de sang. Vraiment, ça me dégoûte. Donc vraiment, dès le début, j'étais ultra mal. Bref, c'était la petite anecdote. Par contre, il y a quand même des trucs qui m'ont un peu déplu. Enfin, en vrai, un truc. Où sont les femmes ? Maintenant, vous allez chanter cette même phrase dans votre tête. Non, vous allez me dire, Clara, comment ça, tu es sûre que tu parles du même film ? Alors, je reformule. Dans les 2 derniers 28 ans plus tard, où sont les femmes qui ne sont pas mères et pas enceintes ? Alors encore une fois, vous allez me dire, Clara, tu le fais exprès, tu es sûre que tu as vu le bon film ? Alors j'y reviendrai, mais je parle pas ici du premier et du deuxième film de la franchise, mais surtout des 2 derniers 28 ans plus tard. On sait que le 3e volet porte une critique sur l'émergence de sociétés patriarcales suite à un effondrement global de la masculinité toxique et viriliste et des femmes et des enfants qui tentent de survivre là-dedans. En parallèle de ça, il y a tout un propos sur la relation avec le père, la perte d'un père, symbolique ou physique, et la recherche d'une nouvelle figure paternelle. Et peut-être que ça a toujours été question de ça dans la franchise, et de pas plus. Dans tous les cas, ça reste un univers très masculin, en effet. Mais malgré tout, on a des personnages féminins, et il faut en parler. Ces femmes-là, jusque-là, elles sont narrativement bien plus creuses que les personnages masculins
à mes yeux. Elles sont souvent en second plan. La mère de Spike, bien que très attachante, en plus j'adore l'actrice, c'est une femme qui ne fait que subir, qui est fragile. Elle subit la maladie, elle subit son époux, et pour moi, elle est surtout un prétexte au rite initiatique de Spike. Enfin, c'est vraiment la façon dont je l'ai vécu. Toujours dans le premier film, il faut aussi parler de l'infecté au féminin qui accouche d'un enfant. Enfin, pour moi, ça m'a un peu irrité de voir les deux seules figures féminines du film se retrouver autour de la naissance d'un enfant et de la maternité sacrée. Enfin, ça va 2 minutes, quoi. Et puis en plus, ça en reste là. Enfin, je sais pas ce que c'est bien foutre là pour l'instant. Il devient de quoi le bébé ? Ah oui, le bébé à la fin, Spike va le donner au village. Mais bref. Dans le 4e volet, on retrouve une femme enceinte, que j'ai hâte de retrouver aussi, mais encore une fois, elle est caractérisée par sa grossesse. La seule chose qu'on retient d'elle, pour l'instant, c'est qu'elle porte un enfant. Alors, j'espère qu'elle connaîtra une bonne évolution, même si visiblement on aura encore affaire à une mère. Dans la secte de Jimmy, on retrouve aussi Jimmy Ma. Je sais pas comment c'est en français, mais en VO c'était Jimmy Ma, qui est le cliché de la petite peste capricieuse et complètement dérangée. Elle est absolument oubliable selon moi. Donc, ouais, jusque-là, les personnages féminins sont pas ultra marquants, ni très variés, ni très développés. Enfin, et surtout, on a Kelly, l'un des doigts de la secte de Jimmy, qui se rebellera avec Spike. Pour l'instant, j'ai du mal à me faire un avis sur ce personnage. Je l'aime bien, j'aime beaucoup l'actrice. C'est la première de la secte à douter de ses convictions, à défier justement la figure masculine et paternelle. C'est elle qui prend Spike sous son aile. Bref, je trouve pour l'instant son personnage bien plus intéressant et stimulant que les autres figures féminines qu'on a vues jusque-là, et j'ai hâte de la découvrir plus. J'espère qu'elle aura elle aussi une belle évolution originale, qu'on en saura plus sur son passé et sur son enrôlement dans la secte, et j'espère qu'elle sera pas réduite à être potentiellement l'amante de Spike dans le futur, bref. Voilà pour moi, c'est le truc principal que je voulais relever. Alors évidemment, les femmes enceintes dans le post-apo et dans un monde effondré à reconstruire, c'est une symbolique et un archétype récurrent, mais voilà, il n'y a pas que ça, on peut passer à autre chose. Maintenant, on peut aussi passer à la lecture que j'ai eue du film, c'est parti. Je trouve que les 2 derniers volets de 28 ans plus tard, et ça m'a surtout frappé dans le Temple des Morts, parlent de désinformation, d'interprétation faussée de la réalité, de la manipulation des faits, et qui par conséquent mènent à des comportements d'ultra-violence. Et selon moi, il y a plusieurs manières différentes dont les films traitent de ça. Déjà dans le premier 28 ans plus tard, le village d'où vient Spike diffuse un discours très méfiant, voire hostile, à propos du docteur Kelson. Il est présenté comme une sorte de dérangé, quelqu'un qui vivrait dans la forêt en collectionnant des squelettes et des cadavres. Le père de Spike reprend ce récit et le transmet à son fils pour le dissuader d'aller voir Kelson pour tenter de sauver sa mère. On comprend ensuite que cette histoire, elle ne décrivait pas la réalité, mais elle servait surtout à faire peur. Ça fait beaucoup penser aux figures mythologiques et aux monstres qu'on retrouvait au Moyen-Âge, mais aussi dans plein d'autres cultures, qui avaient une fonction très concrète, celle d'empêcher les gens de s'aventurer au-delà du village, maintenir le groupe à l'intérieur des frontières bien définies, et éviter d'avoir à surveiller constamment. Un peu comme on le fait avec les enfants, en leur faisant peur. Ça sert à protéger le collectif, mais aussi à éviter que certains individus s'en éloignent et mettent volontairement ou non tout le groupe en danger. Et il me semble que dans le film, le père de Spike est conscient que l'histoire qu'il raconte sur Kelson est fausse. Je crois qu'il manipule délibérément son fils, mais je suis plus sûre. Bref, ici la désinformation est presque un outil social qui va servir à contrôler les déplacements et à maintenir l'ordre, ce qui est crucial dans un univers post-apo comme celui-ci. Mais Spike n'a pas voulu y croire. Finalement, il s'est avéré que Kelson érigeait un ossuaire en hommage à toutes les personnes décédées avant nous, infectées comme non infectées. Il érige un mémorial. Et en plus, Kelson a aidé Spike et sa mère, il n'avait rien à voir avec les histoires diffamatoires qui circulaient dans le village. Avant ta naissance, on glanait notre nourriture. Mais c'est devenu compliqué, il fallait aller de plus en plus loin. Et un jour, ça nous a amenés près de chez Kelson. À 500 mètres avant d'arriver, on sentait déjà une odeur de mort. On est monté au sommet d'une colline. Et on a regardé de là-haut. Jamais de ma vie, j'avais vu un truc pareil. Des cadavres
bien alignés. Des hommes, des femmes, des enfants. Et au milieu, il y avait ce feu. Kelson était à côté. Pour une raison totalement mystérieuse, il avait traîné là tous ses corps. Et au bout de quelques secondes, il s'est retourné et il nous a regardés. Et il nous a fait signe. Très cool, genre... Salut, vous venez les gars? Ouais, on s'est tiré vite fait. Comme je t'ai dit, dérangé. Évidemment, on retrouve la distorsion de la réalité et de la manipulation via la secte de Jimmy. Ici, on ferait face à une désinformation plus idéologique et spirituelle. Alors, il faut savoir que Jimmy est directement inspiré d'une personnalité anglaise très populaire qu'on ne connaît pas ici en France, à savoir Jimmy Savile. Jimmy Savile, comme il dirait en Angleterre. Et ce n'est pas anodin. En fait, Jimmy Savile, c'était un présentateur télé au Royaume-Uni ultra famous dans les années 70-90 et apprécié de tout le pays. Mais après sa mort, un rapport a révélé que c'était l'un des plus grands pédocriminels de toute l'histoire du pays et qui a fait des centaines et des centaines de victimes. C'est absolument effroyable comme affaire. Et en fait, à l'époque, au Royaume-Uni, les gens étaient convaincus que c'était un philanthrope tout à fait innocent. Il était proche de la famille royale, il a levé énormément de fonds pour soutenir des hôpitaux, il était très catholique aussi, ce qui l'érigeait en modèle exemplaire. Donc le parallèle avec le personnage de Jimmy dans le film est plutôt limpide. Ici, il incarne la figure du gourou, la perfection sans défaut qui est idolâtrée, voire déifiée par ses victimes. Il prétend être le fils du malin, de Satan, mais tout ça encore ne repose que sur des illusions et des mensonges. Et enfin, une autre manière dont la réalité est altérée et manipulée, c'est tout simplement au travers de l'infection elle-même. Ce qu'on finit par comprendre dans le film, c'est que l'infection modifie le rapport au réel dans le sens où elle fait passer les personnes non infectées pour des infectés. En soi, on comprend que les infectés ont une réaction logique. Ils voient à la place des humains des ennemis mortels, donc ils se défendent par la violence, c'est normal. Et ici, on serait plus sur une forme de désinformation perceptive où c'est un filtre cognitif qui donne une réalité faussée. Le Temple des Morts se pose la question de comment naît le mal et l'ultra-violence. C'est même Danny Boyle qui le dit. Eh bien, d'après ce que me dit le film, d'après ce que j'en comprends, ma réponse c'est que la violence naît d'une force oppressive qui nous impose un filtre, qui nous impose de fausses informations qui vont altérer notre réalité, que ce soit par l'infection ou la figure tyrannique du gourou. Les deux assoient une emprise mentale sur les personnages, sur l'alpha et les enfants de la secte. Et cette interprétation qui est la mienne, elle peut justement être biaisée parce que je travaille dans le cadre de ma thèse sur la persuasion, le traitement de l'information et la désinformation. Et je peux vous dire que ça m'a grave parlé et que j'ai vu un très fort écho à notre rapport à l'information aujourd'hui, à la propagande, à la désinformation dont on est victime tous les jours sans le savoir. Mais aussi à la polarisation des idées et des points de vue qui coupent court à tout dialogue et à comment on rétablit une base commune pour reconstruire quelque chose dans un monde où tout est à refaire. Selon moi, le film répond aussi à cette question, en proposant des figures de résistance à la manipulation via les personnages de Kelson et Kelly notamment. Kelly incarne la posture sceptique, violente aussi, mais sceptique. Elle se permet de douter dans un milieu sectaire où généralement il est interdit, voire dangereux de douter. Elle va éprouver la figure d'autorité. Et quand les enfants apprendront que Jimmy est en fait une immense fraude, elle décide d'accepter la réalité des faits, quand bien même elle est brutale. Elle décide d'abandonner ses convictions, contrairement à ses semblables. Les autres vont mourir parce qu'ils refusent d'abandonner tout ce en quoi ils ont cru, parce que c'est juste trop dur de vivre avec cette trahison. Mais on reviendra plus tard sur cette capacité à accepter la réalité des faits. Kelson, lui, incarne le pacifisme persévérant, la non-violence, la tolérance et l'empathie. C'est la première personne qui décide de mettre ses convictions de côté pour mieux comprendre l'autre, l'alpha, ou du moins essayer. C'est pour ça que la relation entre les deux, entre Kelson et Samson, donc l'alpha, me touche tellement parce que on a deux camps ultra polarisés. La violence absolue et la non-violence qui, sans aucune parole, parviennent à dialoguer et à se retrouver sur un terrain commun.
Kelson fait l'effort de se mettre à la place de l'infecté, de se confronter à un autre point de vue, de tenter de comprendre pourquoi cette personne ne réagit pas ou ne pense pas comme lui. C'est grâce à ça qu'il devient le premier à comprendre l'infection et à lui trouver un remède, c'est pas rien. Il comprend que c'est l'infection qui impose une seule lecture du monde aux infectés et qui empêche complètement l'accès à d'autres réalités alternatives. Petite parenthèse d'ailleurs, mais j'aimerais bien m'attarder sur la relation entre Kelson et Samson, c'est ce qui m'a le plus séduite du film. Malgré toute l'horreur, toute la torture avec lesquelles on alterne tout au long du film, cet arc narratif-là, entre Kelson et Samson, il fait trop du bien et il m'a trop touchée. Déjà, inutile de dire que ça vient en grande partie de l'acting, qui dans tous les cas est très bon pour tous les personnages du film, je trouve, mais juste Ralph Fiennes, juste tu le vois, tu es rempli de joie. Enfin, il apparaît sur l'écran et je suis apaisée, quoi. Enfin, c'est fou. Et le duo qu'il fait avec T. Lewis Parry, qui joue Alpha, ou Samson, il est si équilibré, si juste. Je sais pas, ça marche, quoi. Enfin, je ressens vraiment l'alchimie qu'ils ont entre eux, et il y a plein de scènes qui ont pour but de nous les rendre attachants, mais sans que ça rentre dans un grotesque ou une niaiserie pas possible. Bref, vraiment, leur relation, à mes yeux, est assez bien réussie. Fin de la parenthèse. Ce qui est intéressant avec le personnage de Kelson aussi, c'est pourquoi lui n'a pas sombré dans la violence comme Jimmy. Kelson ou même les autres personnages qu'on voit par exemple dans La Grange qui arrivent à survivre dans une communauté pacifiquement. Je pense que la réponse, elle réside dans la capacité à accepter la réalité, quand bien même elle est cruelle et intenable. Comme je le disais, le film se demande comment naît la violence et il semble suggérer que la violence naît moins de la cruauté du monde que de notre incapacité à l'accepter. La sagesse de Kelson résiderait dans le fait qu'il sait regarder la réalité en face sans filtre au lieu de la nier ou de la réécrire. On a un exemple de cette sagesse très clair dans le film précédent quand Spike et Kelson sont confrontés à la maladie d'Isla, la mère de Spike. Ici, Kelson ne ment pas, il est absolument transparent avec la mère et son fils. Il ne protège pas l'enfant par un mensonge rassurant, il dit la vérité. Il dit à un tout petit garçon que sa mère ne va pas survivre à sa maladie parce que le monde dans lequel ils vivent aujourd'hui ne donne plus les moyens de la sauver. Et cette vérité, aussi violente soit-elle, n'entraîne pas de chaos ni de violence. Au contraire, c'est une partie très douce du film. Très, très émotionnel. Franchement, je sais que ça a traumatisé plusieurs personnes. Isla accepte pacifiquement sa fin, Spike aussi, malgré la douleur, mais au moins on ne l'a pas trompé. C'est le mensonge qui l'aurait détruit sur le long terme. Donc, je trouve que le film nous dit quelque chose de très fort ici, que dans un monde post-apo, ce n'est peut-être pas la cruauté des faits qui provoquent l'ultraviolence et qui empêche le monde de se reconstruire, mais le refus de les regarder tels qu'ils sont. Jimmy, lui, est l'exact inverse de Kelson. Là où Kelson accepte une réalité cruelle, Jimmy la refuse entièrement. Son traumatisme, le massacre de toute sa famille et sa culpabilité du survivant sont trop violents pour qu'il vive avec ça. Alors pour rendre le réel plus supportable, il le réécrit. La pandémie n'est plus un accident biologique, mais un événement métaphysique. C'est Satan, la colère des dieux qui punissent les êtres humains. Ça permet à la fois à Jimmy de donner un sens à l'horreur, mais aussi de soulager sa culpabilité de survivant, dans le sens où, s'il a survécu, c'est qu'il a été choisi par Satan. Et même si c'est une toute petite partie du film, ce dialogue entre Jimmy et Kelson, c'est suffisant pour ne pas diaboliser Jimmy gratuitement. Et j'aime bien parce que ça écarte le mythe bien connu que l'être humain est violent par nature, par essence. Non, peut-être que si Jimmy est comme ça, c'est avant tout parce que c'est un enfant traumatisé. Et dans un film post-apo, je trouve que cet angle-là, ça fait du bien. Ce que j'aime beaucoup aussi dans la dualité entre Kelson et Jimmy, c'est de voir à quel point la violence et la manipulation émotionnelle fédèrent plus de gens plus facilement que la rationalité, disons. On voit bien que Kelson est tout seul, qu'il souffre de cette solitude, alors que Jimmy, lui, est entouré et vénéré. Cette situation, en gros, elle nous dit que les récits simples, émotionnels et infondés rassemblent plus facilement les personnes que le raisonnement scientifique et l'incertitude. Et évidemment, je pense qu'on peut toutes et tous s'accorder pour dire que ça résonne très fort avec notre monde actuel.
Donc durant tout le long des 2 films, on observe des acteurs de manipulation, que ce soit l'infection, le père de Spike, Jimmy, mais aussi l'inverse. On observe des personnes qui refusent de prendre pour acquis la réalité qu'on leur raconte, une vision du monde qu'on leur impose, comme Spike, Kelson et Kelly. Tous les 3, ils la rejettent pour expérimenter, eux, leur réalité des choses. Au risque d'y perdre la vie, certes, mais c'est ça qui est fort. Pour moi, ces 2 derniers films parlent surtout d'une lutte entre la vérité et le mensonge, entre l'incertitude et la conviction, qui ont toujours été des enjeux cruciaux au fil des époques, et qui le sont peut-être davantage dans des mondes effondrés où il n'y a plus aucun repère, et où la dépendance à des choses réelles et certaines devient presque un besoin vital, devient presque urgent. Dans ce réel devenu insupportable et incertain, le film raconte comment certaines personnes vont le regarder en face avec un raisonnement rationnel et sceptique, comment d'autres vont le déformer et comment d'autres encore vont imposer leur vision du monde. Et le film est assez explicite sur ce qu'il défend. Le dialogue entre Kelson et Jimmy oppose très clairement 2 rapports au monde assez manichéens, avec d'un côté l'empathie, la tolérance et le raisonnement scientifique qui permettent de reconstruire un monde, de cohabiter avec les infectés, et de l'autre côté on a la violence et la manipulation associée à la religion et aux croyances spirituelles qui détruisent au lieu de reconstruire. Donc on peut y voir un parti pris assez assumé ici. Ceci est un monument aux morts. Donc, tout ça, c'est vous? En effet, Vous êtes le malin? le malin? Vous parlez de Satan? Oui. Le malin lâcha les esprits du mal dans le monde des humains. Et sous le joug des démons, le monde des humains s'affaiblit. Et en parlant de manipulation de la réalité, le film va encore plus loin, en parlant directement de la question de l'histoire et du passé. À la toute fin du film, on voit Cillian Murphy, donc Jim et sa fille, et ils ont des propos sur la mémoire collective, sur le fait qu'il faut se souvenir de l'histoire pour pas répéter les mêmes erreurs, etc. Et ce n'est pas anodin. Le film nous fait comprendre que la manipulation du réel ne s'arrête pas au présent, mais qu'elle peut aussi façonner la manière dont on se souvient du passé. L'histoire avec un grand H, ce n'est pas juste une suite de faits figés. C'est quelque chose qui vit à travers la mémoire et la sélection de certaines informations plutôt que d'autres. L'histoire, c'est aussi une discipline scientifique qui cherche autant que possible à se rapprocher de la vérité à partir de preuves et de sources croisées. Et pourtant, on prend de plus en plus conscience sur le fait que l'histoire est biaisée. Pour citer une étude que je mets en description, les biais historiques sont causés par divers facteurs comme des motivations politiques et culturelles, la limite des preuves disponibles, ou encore les visions et les préjugés des historiens eux-mêmes, qui peuvent faire une interprétation spécifique et située des choses. Autrement dit, le passé peut lui aussi être déformé, parfois volontairement, parfois non, et parfois cette déformation devient de la désinformation. D'ailleurs, c'est pas pour rien si Jim mentionne le fascisme, le populisme et les régimes autoritaires. Ce sont des systèmes politiques qui ont massivement recours à la propagande, à l'émotion et à une certaine réécriture stratégique de l'histoire. Alex Garland le confirme dans une interview où il dit, je cite, « Le problème avec le fait de regarder en arrière, c'est que la mémoire est sélective, qu'elle fait du cherry picking, qu'elle oublie certaines choses et qu'elle se souvient mal. Et nous vivons dans un monde aujourd'hui qui est complètement dominé par un passé dont on se souvient mal. » Fin de la citation. Alors c'est intéressant qu'il cite ici le cherry picking, c'est un phénomène bien connu dans le domaine de la désinformation, et c'est quelque chose qu'on fait toutes et tous en fait. C'est le fait de sélectionner et présenter les informations qui nous arrangent, qui vont dans le sens de nos opinions et qui les crédibilisent au passage, et en même temps de fermer les yeux sur des données qui nous contredisent ou qui nous plaisent pas. Et même de les censurer, ces données. C'est pas toujours intentionnel, mais l'effet reste le même. La réalité devient biaisée et déformée. Et c'est exactement ce que fait Jimmy, par exemple, dans le film, à plusieurs niveaux. Et comme toute bonne œuvre de science-fiction, 28 ans plus tard, ne parle pas seulement de son monde, mais surtout du nôtre. Tout ce que le film raconte sur la manipulation du réel, sur les croyances trompeuses et sur la violence qu'elles engendrent, résonne très fortement, selon moi, avec ce qu'on appelle aujourd'hui l'ère de la post-vérité.
ou post-factuel. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler, ça désigne notre époque où les émotions et les opinions subjectives prennent souvent le pas sur les preuves, la réalité des faits et la nuance. Comme dans le film, cet appel permanent aux émotions, quand il repose sur des croyances infondées, mène à l'extrémisation des positions, à l'intolérance et parfois à la violence. Et je pense pas qu'on a besoin de beaucoup d'exemples pour voir à quel point c'est déjà à l'œuvre aujourd'hui, surtout depuis l'arrivée d'Internet, des réseaux sociaux et de la diversification des médias numériques. Mais le film s'arrête pas là. Il pose aussi une question plus grande qui est qu'est-ce qu'on est en train de laisser au futur ? Quelle trace, quelle preuve, quelle histoire on est en train d'écrire ? Est-ce que c'est une histoire biaisée ? Et justement, le Temple des Morts, l'ossuaire construit par Kelson, incarne selon moi très bien cet enjeu. En soi, cet ossuaire, c'est une preuve matérielle, une tentative de conserver une trace fidèle du passé. Et pourtant, ça ne suffit pas. Certaines personnes, sur des croyances infondées ou manipulées, y voient un temple satanique, d'autres l'antre d'un cannibale fou, alors que la réalité est tout autre, c'est un mémorial. Donc les preuves, à elles seules, ne garantissent pas l'accès à la vérité. Elles doivent être toujours défendues, sinon elles peuvent être récupérées ou détournées. La même question se pose pour le remède de Kelson. Est-ce qu'il est parti avec lui ? Est-ce qu'il va rester des traces ? Et si oui, qui décidera de ce que ça représente ? Au fond, 28 ans plus tard, parle surtout selon moi de notre rapport au réel, au doute et à la vérité. Et il suggère que dans un monde incertain et effondré, où les récits trompeurs sont dominants, eh bien, défendre les faits, accepter la cruauté du réel et tolérer l'incertitude deviennent peut-être l'un des derniers actes de résistance possibles. C'est pas anodin que le film choisisse une explication psychiatrique et psychologique à l'infection. C'est là que se construisent nos interprétations du réel, que se fait le traitement de l'information, qu'elle soit juste ou biaisée. C'est en ça que j'ai vu un discours très actuel sur notre présent et sur la crise de l'information qu'on traverse. Ça m'a vraiment frappé et je m'attendais pas à voir ça dans le film, quoi. Donc, vraiment, c'était une très belle surprise. Pour moi, ça reste un film plein d'espoir, malgré tout. Et j'ai hâte de voir le dernier volet. Je sais vraiment pas ce sur quoi ils vont aller, si le remède de Kelson a été perdu avec lui ou pas, et s'ils vont continuer sur cet approfondissement, en fait, du rapport au réel. Bref, c'est pour tout ça que je trouve que 28 ans plus tard va beaucoup plus loin que la plupart des récits post-apo aujourd'hui. J'espère que cette petite réflexion et cet épisode vous aura plu. J'aime pas trop faire ce genre d'épisodes parce qu'ils sont en général moins structurés, c'est un exercice que j'ai pas l'habitude de faire. En plus avec la thèse, vous l'aurez peut-être compris, j'ai moins le temps de faire des épisodes très structurés. Bref, quoi qu'il en soit, je serais curieuse d'avoir votre avis sur le film si vous l'avez vu, ou sinon sur ce rapport à la vérité et à l'incertitude dans des mondes post-apocalyptiques. Vous pouvez me conseiller d'ailleurs des œuvres de SF qui traitent ce sujet selon vous. Voilà. Prenez soin de vous et on se dit à très vite pour le prochain épisode.